On dit plus Big Data, ça fait un peu boomer, non ? Ouais, un peu quand même. Je m'appelle Binta, donc je suis la cofondatrice et CTO de Lokimo. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de l'État des lieux, saison 2. Aujourd'hui, on reçoit Binta Gamassa. Salut. De Lokimo. Merci beaucoup de me recevoir, Thierry. C'est un honneur que tu viennes. La data IMO, on dit plus Big Data, ça fait un peu boomer, non ? Ouais, un peu quand même. La data est la mine d'or du 21e siècle. Très bien. Et en l'occurrence, toi, tu fais ce qu'on appelait anciennement de la Big Data IMO et ce qu'on appelle aujourd'hui, tu peux peut-être mieux le décrire que moi. De la data science. Data science. Donc effectivement, je m'appelle Binta, donc je suis la cofondatrice et CTO de Lokimo. Donc chez Lokimo, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a conçu une plateforme qui va aller agréger, collecter et traiter automatiquement de la donnée. Et le but, c'est de restituer une synthèse d'éléments clés pour faciliter la prise de décision. Donc aujourd'hui, on va s'adresser plutôt aux promoteurs, bailleurs sociaux, investisseurs et experts en immobilier. Voilà. Alors, c'était un pitch un peu trop corporate pour moi, donc je veux du très concret. Tu prends de la data de manière... T'en prends où, en fait ? T'en as combien ? T'as combien de critères différents ? C'est ça. Alors, déjà, il y a deux catégories de données qu'on va aller analyser. Donc, il y a les sources conventionnelles. Donc là, typiquement, c'est tout ce qui est open data, donc qui va venir du gouvernement, de l'INSEE. Et il y a la partie non conventionnelle. Ah, donc là, c'est tout ce qui va être... la boîte noire, on va dire, tout ce qui va être annonce en ligne, programme neuf, travaux en cours. Donc aujourd'hui, on est à 130 sources de données différentes. 130, ok. Voilà. Et le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir rapidement traiter et analyser ces données pour vraiment sortir les facteurs clés pour, par exemple, appuyer une décision d'investissement ou préconiser un terrain à construire pour des promoteurs. Voilà. 130 sources. Parce que moi, j'en ai deux, c'est Meilleurs Agents et le tensiomètre de l'Auxservice. Ça me suffit à cadrer à peu près les villes intéressantes. Mais si tu en as 130, j'imagine que tu peux aller un peu plus loin. Ouais. Et ça m'excite pas mal dans le sens où tu as peut-être trouvé la ville la plus mispricée de France. Peut-être qu'avec ces datas que tu traites, tu gardes des secrets en interne ou pas ? Ou tu vas dévoiler Allons-y. Effectivement, on a un volet prédictif. Ouais. Où là, en fait, on va vraiment chercher à repérer les tendances dans les villes. Donc notre but, c'est pas vraiment d'être exact, mais vraiment d'expliciter un peu les tendances. Donc ça veut dire que toutes les données qu'on va récolter, on va du coup les mettre en entrée dans un réseau de neurones pour qu'ensuite ils puissent dire si ça va augmenter ou baisser. Et ensuite, on essaie vraiment d'éviter le côté boîte noire en faisant du coup ressortir tous les facteurs qui ont amené en fait l'algo à faire ces évolutions. Mais alors, parce que pour moi, c'est un peu un buzzword marketing, machine learning, réseaux neuronaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre l'intelligence artificielle, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que tu as vraiment fait des études de ça, et il y a vraiment une science du machine learning, c'est-à-dire l'algorithme qui apprend tout seul, et on ne sait pas trop pourquoi il arrive à ses décisions. C'est vraiment ça qui se passe dans ton algo. Alors nous, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc pour moi, j'ai un Excel et j'appelle ça réseau de neurones aussi, tu vois. Donc je vais être sûr qu'on parle de... Ouais, bien sûr. Donc pour démystifier un peu ce concept, c'est vraiment en fait des objets mathématiques qui vont du coup prendre des données en entrée et ensuite essayer de trouver des corrélations avec ce qui va être donné en sortie. Et en fait, le but, c'est un peu de reproduire le mode d'apprentissage d'un cerveau humain. Et en fait, nous, justement, ce qu'on cherche à faire, c'est à lui faire sortir en fait les facteurs. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire... ça augmente et puis basta. Il va dire, moi je pense que ça va augmenter parce que j'ai détecté qu'il y avait tel facteur qui était en évolution et je pense que ça a un rapport, c'est fortement corrélé en fait avec l'évolution du prix. Ok, tu peux donner un exemple très concret en te mettant à la place de l'algo qui spot une corrélation et avec deux datasets concrets et sa conclusion. Par exemple, il va dire, à Vincennes, ça va augmenter parce que j'ai détecté qu'il y avait telle ligne de transport en construction ou qu'il y avait un taux de criminalité qui baisse. En fait, on va vraiment aussi mettre en entrée des données auxquelles l'humain n'aurait pas forcément pensé au premier abord, mais qui pourtant, en fait, peuvent influer sur les prix à la hausse ou à la baisse. Mais avec un backtest statistique, c'est pas... C'est ça. Donc, en fait, nous, on va entraîner aussi sur les années précédentes, pouvoir faire des tests en termes, pour voir s'il y a une erreur, quelle est l'erreur médiane, etc. Et pouvoir ajuster le modèle pour vraiment arriver vers quelque chose de plus en plus fiable. Et il est en évolution constante. Tu feeds de la data. Ouais. Le backtest, il se fait sur combien de temps Alors, on fait du backtest sur 5 ans. D'accord. Et du coup, en fait, c'est des modèles qui sont en constante évolution. On va se dire, quelle autre source de données on peut ajouter ou retirer et quel autre type de modèle on peut tester. L'IA, c'est encore un domaine où il y a c'est un champ de recherche encore hyper actif. Donc, il y a toujours des nouveaux modèles à tester ou des paramètres à ajuster, en fait, pour atteindre l'état de l'art, comme on dit. D'accord.
parce que ça me fait penser un peu au trading. Moi, j'étais trader avant chez HSBC, je travaillais avec des gens qui faisaient des algorithmes prédictifs. Le problème du trading, c'est que c'est un marché qui s'arbitre à la milliseconde, et donc c'est très difficile de spotter des corrélations qui tiennent dans le temps, parce qu'elles sont très vite arbitrées par un fonds qui va essayer d'exploiter ce mispricing. En immobilier, moi, ce que je remarque, c'est que le marché s'arbitre de manière beaucoup plus longue, de manière beaucoup moins fluide. C'est ça. Et ça peut s'exploiter de manière profitable grâce à ce que tu fais. Exactement, comme on est sur un temps plus long, en fait, on a vraiment pas mal de données, justement, sur lesquelles on peut faire un forecast. Et il y a moins de risques, en fait, que ça bouge du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Donc, en fait, t'es un peu sur le marché du trading dans les années 70 où c'était très mal arbitré et il y avait plein d'anomalies statistiques et de corrélations que tu pouvais exploiter en prenant ton temps, quoi. Donc ça va être la ruée vers l'or, en fait. C'est ça, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis parce que la finance, justement, c'est un domaine qui est doté d'énormément d'outils d'aide à la décision. Ils sont hyper avancés dans ce domaine-là. Et justement, nous, le constat qu'on a fait avec mon cofondateur Martin, c'est vraiment qu'il y a un manque, en fait, de ce type d'outils dans l'IMO. Et il y a encore plein de choses à faire et il y a vraiment énormément de données, en fait, à exploiter. Donc, on pense qu'il y a pas mal de choses. Et tu veux pas récupérer, je sais pas combien vous êtes, tu vas me raconter un peu l'équipe Lokimo, mais tu voudrais pas récupérer un quant qui vient du monde du trading pour qu'il te donne le mindset d'un trader Exactement. Nous, ce serait hyper intéressant. Nous aussi, on va voir un peu ce qui se fait dans les autres secteurs pour avoir un peu d'inspiration. Donc, ce serait hyper intéressant d'avoir... Mais le problème de votre business, c'est qu'une fois que tu as trouvé des anomalies statistiques et des corrélations qui marchent et qui sont fiables, en fait, tu l'exploites pour toi-même parce que tu as trouvé... En fait, tout le monde peut pas aller... Si tu as trouvé que, je sais pas, la ville de Châteauroux était une anomalie statistique parce que le prix au mètre carré reflétait pas certaines datas que tu avais spotées, et tu vas aller racheter la moitié de Châteauroux avec du capital levé. On va garder ça secret. Voilà. C'est le problème parce qu'en trading, c'est ça. Il y a un fonds qui s'appelle Elliott, je crois. Et en fait, il faisait des algos prédictifs et il marchait tellement bien qu'à la fin, ils ont arrêté de s'ouvrir à l'externe, ils ont gardé le truc pour eux, et puis ils l'ont exploité, ils sont devenus riches, quoi. Bon, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Et pour revenir à l'équipe Lokimo, vous êtes créé quand ? Vous êtes combien ? Qui êtes-vous ? Alors, donc, moi, je suis issue d'une formation d'ingénieur, donc j'ai le même background que mon cofondateur Martin. Donc, Lokimo, quelle école ? Donc, on a fait l'EPITA. C'est la meilleure école, ça, de voilà, chez une des meilleures écoles d'ingénieurs en informatique, ouais. donc à Paris. Donc, on a fait cette école, donc on a été diplômé en data science et intelligence artificielle. Donc, on a le même parcours et c'est une boîte qui a été créée en sortie d'école. En fait, à la base, Lokimo, c'était un projet de fin d'études. Donc, on a commencé ça il y a 2 ans. Et en fait, on nous a juste dit, essayez d'étudier les données dans un secteur particulier. On nous a proposé la santé, les assurances, l'IMO. Et en fait, ça a coïncidé avec le moment où le gouvernement a open sourcé les transactions foncières des notaires. Attends, ça, c'était quelle année ? C'était en 2019, donc avril 2019. C'est ce que Meilleurs Agents a exploité dans son business model, c'est ça ? Ouais, tout le monde, en fait, tous les acteurs de la donnée qui étaient là avant, tout le monde en a profité parce que c'était vraiment une mine d'or d'avoir un fichier avec 2 millions de transactions dans le résidentiel et dans l'IMO commercial, c'était vraiment du pain béni. Et donc nous, on s'est dit, mais c'est super, il y a plein de trucs à faire. Et c'était en cours de deep learning, on s'est dit, est-ce que c'est possible de prédire l'évolution des prix ? Donc, on a très rapidement commencé à s'intéresser aux données, mais on s'est dit, mais pour prédire un prix, ça ne dépend pas que de la surface et que du prix au mètre carré, il y a tellement d'autres facteurs à prendre en compte. Et bim, on s'est mis à aller voir un peu les sources de données qui étaient disponibles, on a commencé à récolter pas mal de choses et à construire nos premiers modèles. Et en fait, on a très rapidement commencé à échanger avec des professionnels du secteur. Et en parallèle, on était dans l'incubateur de l'école, donc le Startup Lab. Et donc, grâce à ça, en fait, on a commencé à faire un premier prototype. Et on a publié un article dans Actu-IA, c'est un média axé sur l'IA. Et on a rapidement eu des calls en fait, de professionnels du secteur. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel. Donc on est vraiment parti sur cette base-là. Okay. Et donc on a vraiment lancé la boîte officiellement en janvier cette année. Okay. Mais on travaille dessus du coup depuis 2 ans à peu près. Ok, et ça a vocation à être rentable pour vous ? C'est quoi le business model ? Ouais, donc on est vraiment sur un modèle SaaS, donc c'est-à-dire que là on commercialise des abonnements à la plateforme, et donc on s'adresse principalement aux grands comptes, donc on est vraiment sur un modèle B2B. Est-ce que Mastéos est un grand compte pour vous ? Ouais. On est client. Hein. Voilà, vous êtes client, effectivement. Donc c'est vraiment notre cible, et là on travaille actuellement avec des acteurs comme CBRE, donc eux qui sont experts en immobilier, et qui servent de l'outil pour automatiser leurs études de marché et leurs expertises immobilières. Enfin, une partie de leur expertise. Alors, moi, ça me paraît un peu perturbant qu'en 2022, bientôt, vous soyez... qu'on ait attendu 2022 pour commencer ce genre d'initiative. Il y a forcément eu des
de la jurisprudence là-dessus, des boîtes qui ont exploité de la data IMO, au moins aux États-Unis. Qui sont tes concurrents ? Ouais, alors là, en France, on a plusieurs concurrents. Donc, les principaux, on va dire que c'est Omadata, Priceable. Après, dans le monde entier, il y a d'autres boîtes qui font un peu comme nous, comme Skyline AI. Donc, eux, en fait, ils vont s'associer avec des fonds d'investissement. Ils vont mettre leurs algos, en fait, de détection d'opportunités à disposition de ces fonds d'investissement. Et puis après, en fait, c'est de récupérer une commission sur ces biens-là qui vont être, vendus. Parce qu'aux États-Unis, tu as Open Door. Ouais, il y a Open Door aussi. Et il y a Zillow qui s'est planté là récemment. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, j'ai vu. Donc ils ont leur algorithme a mal pricé le... Ouais, bon après eux ils sont sur des algos vraiment d'achat de biens où ça c'est un peu plus, on va dire, high en termes de prédiction quoi. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas encore là. Pour l'instant la plateforme c'est vraiment, on va dire, il y a un cœur d'analyse de marché, d'études de marché. Parce que plus tu vas allonger ta durée de prédiction, plus elle est susceptible d'être précise. Ouais. Enfin, précise, en tout cas fiable dans la tendance. C'est-à-dire que prédire à 1 heure, ça va être compliqué. Prédire à 5 ans, tu te laisses un peu plus de... C'est ça. Ta marge d'erreur, elle diminue. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que l'immobilier, on est sur un temps plus long. Ouais. Donc effectivement, on a plus de données en matière pour faire des prédictions. Quoi. Et donc ce que tu dis, c'est que Zillow, comme ils font de l'e-buying, c'est de l'achat instantané, il y a un peu plus de stress parce qu'ils doivent faire de la prédiction très très court terme. Ça. Et là, c'est difficile d'être précis. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Nous, nos prédictions, on est sur 3 ans. Moi, 3, même 5. Hein, 3 et 5. Ouais, ok. Écoute, nous, on est clients, donc on est évidemment convaincus par ce que vous faites. Moi, s'il y a un petit bémol que je sens dans notre équipe, c'est que vous êtes des vrais puristes, des vrais passionnés de la data, mais vous n'êtes pas money-driven. Et money-driven, c'est obsédé par la renta, etc. Et nous, chez Mastéos, on représente une communauté d'investisseurs qui ont cet objectif en tête de maximiser leur potentiel financier. Ouais. Et je me dis, à quel moment... Là, vous mettez à disposition une plateforme qui permet de tester des hypothèses ou de voir quartier par quartier comment ça va évoluer, mais est-ce que tu veux pas à un moment faire un classement et nous dire, bon sang, c'est quoi la ville où il faut investir quoi ? C'est ce que me demandent mes clients, mes journalistes. Ouais, Est-ce que tu pourras me dire un jour, c'est Châteauroux ou Metz ou Cognac ? Oui, bien sûr. C'est dans c'est prévu. Donc actuellement, effectivement, nos prédictions, elles sont vraiment au niveau communal. On va vraiment chercher à dire, là, on pense que ça va augmenter parce qu'il y a tel facteur, etc. Mais nous, là, ce sur quoi on travaille, et in fine, en fait, on veut vraiment arriver à dire, là, il y a telle rue qu'on a repérée, où il y a vraiment une opportunité, où on peut aussi laisser l'utilisateur dire, j'ai fait cet investissement. Ça, c'est à la rue ? À la rue. Ouais, on a les transactions à la rue. Mais t'es capable, ton modèle est capable de dire cette rue a plus de chances de prendre de la valeur que telle autre ? Alors actuellement, on est vraiment au niveau communal. D'accord. Mais nous, in fine, on veut descendre au niveau du quartier et au niveau de la rue. Parce qu'on sait que au sein d'une même rue, il y a des disparités. Ouais. Et donc nous, on veut arriver aussi à les détecter. Okay. Et à dire, là, t'as fait un investissement dans tel endroit il y a 5 ans qui a super bien marché. Tiens, regarde, il y a cette zone qui est similaire. Qui a le même setup. Qui a le même setup, exactement. Ok. Voilà. Donc si j'investis, je sais pas, à Lille-Fives, non, j'ai raté le train pour Lille-Fives 2018, voilà. Tu me dis, attends, j'ai un équivalent de Lille-Fives statistiquement dans la ville de Vénissieux, exactement. Tel quartier. Qui a la même configuration en termes de données, en termes de population ou de prix. Va regarder, ça peut être intéressant pour toi. Quoi. D'accord. Donc à un niveau très basique, c'est par exemple dire l'arrivée du TGV à Bordeaux a eu cet effet. On sent qu'il y a une ligne de TGV qui va arriver au Havre. Voilà ce à quoi tu peux t'attendre en répliquant modulo les disparités entre un Bordeaux et Le Havre. C'est ça. Et ce sur quoi on travaille aussi, c'est un peu des indices de gentrification. Donc on essaie de détecter les villes qui sont encore vraiment au tout début de leur pleine expansion et dire cette ville-là a encore un potentiel de croissance de temps. Il serait intéressant d'investir maintenant parce que dans 5 ans, le prix peut doubler. Quoi. C'est marrant parce que du coup, tu as un prisme qui est lié à la plus-value. Ouais. Quand nous, n'étant pas Nostradamus et ne pouvant prédire l'avenir, contrairement à vous, on a un prisme qui est lié au rendement. Et le rendement, c'est sûr, c'est à l'instant T, un appart coûte tant et crache tant en termes de loyer. Et la dimension plus-value, on nous la demande souvent, et nous, on est un peu désarmés face à ce genre de questions en disant, je peux pas vous dire, quoi. Je peux juste vous dire que ça rapporte tant, 8% à Marseille à l'instant T. Mais toi, tu rajoutes une couche d'espérance de gain
qu'on n'avait pas avant. Et donc, tu peux peut-être maximiser à la fois ton rendement et ta plus-value. C'est ça, en fait. Et souvent, ça va peut-être de pair, non ? Est-ce qu'il n'y a pas un base effect qui fait que les villes rentables le sont parce que le prix est bas, le prix étant bas, il y a plus de marge pour qu'il augmente, et s'il y a tel catalyste, on peut maximiser les deux indicateurs, le rendement et la plus-value. Exactement, en fait, notre but, c'est vraiment, en fait, c'est pas de remplacer les conseillers en investissement, c'est vraiment de donner le maximum d'informations, en fait, pour que l'investisseur ait tous les éléments en clé pour se positionner et minimiser, en fait, ses risques d'investissement, quoi. D'accord, donc j'aime bien cette approche où tu es là pour protéger l'investisseur, le conseiller, pas essayer de le remplacer ou de dire à 100%, ça c'est sûr, c'est vraiment fournir un maximum d'éléments. T'es pas conseiller en gestion de patrimoine, t'es là pour appuyer la décision des investisseurs. C'est ça. C'est qui ton client final, enfin idéal ? C'est Mastéos, c'est un promoteur, c'est un particulier ? Alors actuellement, on est vraiment axé plutôt promoteur en premier. Donc nous, en fait, ce qu'on souhaite les aider à faire, c'est vraiment détecter des opportunités foncières. Dans le sens où, en fait, là, ce qu'on nous dit, en Ile-de-France, par exemple, eux, ils vont aller construire là où il y a des nouvelles lignes de transport, là où il y a les lignes du Grand Paris, etc. Et surtout en Ile-de-France, il y a moins de risques parce que leur marge est assez sécurisée. Enfin, on sait qu'en Ile-de-France, les prix sont plus élevés que les prix fonciers sont aussi plus hauts, mais... C'est ça, mais du coup, leur marge en général est davantage sécurisée. Ok. Et en fait, là, ils cherchent à se démarquer de leurs concurrents, dans le sens où tout le monde connaît les zones constructibles. Et en fait, là, ils vont chercher à aller prendre plus de risques dans des zones qu'ils ne connaissent pas forcément. Et justement, là, un outil comme Lokimo peut les aider justement à repérer ces zones-là où il y a vraiment une opportunité qu'ils n'auraient pas forcément repéré manuellement, à l'œil humain, quoi. D'accord, mais parce que je pense que le dataset auquel va s'intéresser un promoteur, ça va pas être le même qu'un Mastéos. Ouais. Nous, on va regarder, tu me dis si tu as ces éléments dans ta database, mais on va regarder le rendement locatif, ça on a. La tension locative, on a également. Je sais pas comment tu la mesures, mais en tout cas, on la cherche. On va regarder le dynamisme transactionnel du marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, combien il y a de transactions, etc. Ça t'a ? Ouais, ça on a aussi. On va regarder le pouvoir d'achat d'un ménage en termes de mètres carrés d'immobilier, ça t'a ? On a aussi. Impayé, est-ce que tu as le niveau d'impayé ? Impayé, on n'a pas, mais ce serait intéressant effectivement de choper la donnée. Ouais, ça serait pas mal. Et tu pourrais la choper où ? Parce que c'est quand même un mystère de savoir où est-ce que tu trouves tes données. Moi, j'ai que Meilleurs Agents et de temps en temps, je me balade sur l'INSEE, mais c'est un peu trop complexe pour que... Mais il y a énormément de sources. Il y a des sources comme Clamour, il y a les sources Open Data, tout ce qui va être OpenStreetMap, il y a DataGouv. En fait, il y a vraiment plein d'organismes qui mettent des jeux de données en ligne. Il y a les annonces immobilières. Mais parce que tu m'as dit que tu avais 120 sources de data, ça ne veut pas dire que tu as 120... critères, non pas critères. Alors, c'est 130 critères plutôt. D'accord. Mais qui peuvent revenir de la même source. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Okay. On va utiliser les données des différents ministères, des données sur les permis de construire, on va aller choper les axes routiers, on va aller choper tous les permis de construire, vraiment plein de données. Et encore, je suis sûre qu'on n'est pas exhaustif, il y a toujours... Mais tu vas chercher quoi d'un peu original auquel on n'aurait pas pensé le taux de criminalité, par exemple. Taux de criminalité. Ouais. T'as accès ça Ça, on a accès, c'est la gendarmerie nationale, la police aussi qui met ça à dispo. Et donc, si elle baisse, c'est un indicateur haussier pour ton algo, probablement. Ouais. Ça veut dire que la zone devient plus safe. Mais de toute façon, ça, c'est ce que tu penses toi, mais t'es pas censé influencer ton algo, on est d'accord. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est on a vraiment cette approche agnostique, parce que souvent, l'immobilier, c'est assez biaisé, même pour les prix d'estimation, les prix au mètre carré, etc. Il y a cette approche c'est un peu biaisé. Nous, justement, on est vraiment là pour dire, là, on laisse la data parler et on la laisse nous dire pourquoi qu'est-ce qu'elle pense de cette zone et pourquoi en fait. On a vraiment, on essaye d'apporter le moins de biais humains et du coup, elle est là pour compléter vraiment aussi l'avis de l'expert qui va prendre cette donnée en compte, quoi. Parce qu'en pure machine learning, nous on pense vraiment à une black box où tu poses même pas de questions, tu as le résultat, tu le questionnes pas et tu l'appliques, quoi. Toi, tu vas quand même chercher à... toujours, parce que même les clients, ils vont se dire, ok, vous prédisez plus 7%, mais pourquoi ? Et ils vont se dire, Après, si tu as 120 sources de data, ça va être difficile de faire une réponse courte en expliquant pourquoi, non ? Ouais, mais en fait, justement, nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, l'algorithme, on pourrait parler de façon assez simple, va pondérer, en fait, les facteurs. Donc, en apprenant, en fait, les différentes évolutions, il va pondérer. D'accord. Et il va dire, voici, nous, on va lui demander de nous retourner les 20 facteurs les plus importants qu'il a détectés. Et en fonction de la pondération qu'il a attribuée à chaque critère,
il va du coup établir un classement et dire moi je pense que c'est cette donnée-là qui va avoir plus d'influence qu'une autre. Et t'as des exemples pour des villes de drivers statistiques? Ouais, là par exemple, si on prend la ville de Montreuil, il nous dit qu'il y a une grosse hausse de création d'entreprises. Ah. Et il y a aussi la catégorie, la CSP cadre qui augmente par exemple. C'est des facteurs comme ça qu'on... Mais c'est des facteurs qui sont préalables à la hausse des prix ou qui sont concomitants? Parce que si j'ai pas le temps d'arbitrer cette information, ça me sert à rien. Nous, en tout cas, ce qu'on va dire, c'est d'ici 3 ans, on pense que la zone va prendre 500 € du mètre carré. Par exemple, c'est un exemple. Donc du coup, on a 3 ans. Voilà, on a 3 ans. Okay. Enfin, 3 et 5 ans. D'accord. On propose deux échelles de temps. Ok. Désolé d'insister, mais est-ce que tu as d'autres exemples de data non conventionnelles auxquels nous, on penserait pas de manière intuitive? Ouais, absolument. On travaille sur de l'analyse sémantique, où là, par exemple, on va chercher à analyser les descriptions d'annonces immobilières ou encore les articles de presse pour voir en fait comment est perçue la ville du point de vue des médias ou même des agences immobilières. Et c'est intéressant parce que du coup, ça sort un peu une liste de mots qui revient fréquemment sur une ville. À titre d'exemple, si on prend, je sais pas, la ville de Fontenay-sous-Bois, ça va dire familial, fleuri, espace vert. Du coup, tu vas quantifier le nombre de jardins en travaux. C'est ça. Et en fait, nous, on va corréler ça aussi aux données qu'on a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, donne-moi une zone où c'est familial et où il y a des bureaux, je sais pas, par exemple, et nous, on peut sortir la liste des villes, en fait, qui a été flaguée comme, ayant des espaces verts ou ayant beaucoup de D'accord, donc là, on n'est pas sur le prédictif, mais on est sur... Ça, c'est plus sur l'actuel, pour voir un peu comment est perçue la ville actuellement. D'accord. Et ça peut aussi être intéressant pour les investisseurs ou même pour d'autres acteurs pour voir, comment est la ville actuellement, quoi. En fait, il y a tellement de données exploitées et justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment en fait, simplifier l'accès à l'exploitation de la donnée. Typiquement, les données non conventionnelles, elles sont difficiles à vraiment analyser d'un point de vue humain. Et nous, justement, on veut utiliser les algos pour vraiment simplifier, traiter la donnée et dire, voici les facteurs qui ont été repérés, voici les mots... Comme étant les principaux drivers. C'est ça, les principaux drivers. Et là, du coup, le user a clé en main, en fait, les données principales sur une ville. Les données principales sur une ville et l'évolution des prix de cette ville. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Qui sont tes concurrents en France, si tu as envie de les name dropper? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on a identifié, on va dire, 3 concurrents principaux. On va y avoir Priceable, Omadata et Omiwu. Là où on estime se différencier, c'est dans l'approche. C'est-à-dire que beaucoup de ces acteurs vont avoir une approche très microéconomique. Ils vont s'intéresser à l'estimation du prix d'un bien précis. Nous, en fait, on est aussi sur l'approche plutôt macro. On va s'intéresser à la dynamique territoriale et à l'évolution de la zone dans son ensemble. Okay. Donc, je pense que c'est 2 approches différentes. Et surtout, c'est des acteurs qui vont aussi faire de l'estimation leur principal, on va dire, cœur de métier. Là où nous, on se positionne vraiment sur le prédictif et on a vraiment vocation à se développer dans cette branche-là, en fait. Et donc, je pense que c'est ce qui nous différencie. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a pas mal d'acteurs sur ce credo parce que ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt vers les sujets, vers les outils d'aide à la décision. Donc... Voilà, c'est un marché qui reste à évangéliser pour vous? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que quand on va dire aux grands patrons des foncières ou de la promotion, Big Data, IA, ils vont se dire, mais c'est un peu bullshit, c'est un peu boîte noire. Alain, si tu nous entends, le patron de Nexity, qu'on connaît bien, utilise les data de Binta si tu veux faire de l'argent sur ton prochain projet. Merci Thierry. Allez, voilà, salut Alain. Mais effectivement, il y a ce travail où il faut aller un peu leur expliquer en fait en quoi ça consiste, il faut démystifier et leur dire pourquoi ça a de la valeur ajoutée et pourquoi ça peut les aider à sécuriser leurs décisions d'investissement et à minimiser en fait les risques sur les opérations sur lesquelles ils vont aller. Donc il y a aussi ce travail d'évangélisation. Mais je vais te dire, moi, pourquoi je suis pas encore totalement évangélisé, c'est parce que, une fois de plus, pour moi, c'était vraiment du buzzword marketing, cet univers de l'IA, du machine learning, des réseaux neuronaux, de la data science, donc je suis un peu sceptique. Maintenant que je t'ai rencontré, je le suis un peu moins, mais pour moi, il y a cet aspect, donc boule de cristal, et moi qui viens du monde du trading, j'ai vu énormément d'initiatives algorithmiques, et je suis un peu désabusé, je suis un peu perdu mes illusions là-dessus, parce que j'ai vu des gens qui me promettaient de prédire le marché, et finalement qui se sont retrouvés la queue entre les jambes. Et j'ai peur que ça arrive au secteur de l'immobilier. Donc, quel est le niveau de confiance que toi, t'accordes à tes algos? Toi qui n'as pas connu cette grande effervescence algorithmique du trading des années 90 et 2000 qui arrive à une fin, finalement. Oui, je vois très bien. Nous, en fait, notre positionnement, c'est pas de se dire on a la vérité absolue, on est sûr que ça va augmenter de 7% dans 3 ans. C'est vraiment, en fait, comme je te le disais, en fait, d'expliciter des facteurs, de mettre, en fait, la loupe sur des éléments à suivre, en fait, pour se positionner sur l'évolution d'une zone. Et surtout, notre prédiction aujourd'hui, elle sert, on va dire, d'analyse de risque. Là, on va aller dire, attention,
je sais pas, il y a une hausse de la précarité dans cette zone ou il y a une baisse des ménages dans cette zone. Faites attention, si vous voulez aller là-bas, ça peut être risqué. On n'a pas vraiment vocation à se dire, voilà, on a la vérité absolue, mais vraiment, en fait, voilà, de mettre la loupe, en fait, sur des éléments à suivre, à surveiller. Pour minimiser le risque. Minimiser le risque. Voilà, aujourd'hui, notre approche, c'est vraiment ça. Une approche protectrice, ok. C'est ça. Parce que, par exemple, moi qui ai un Excel très basique, où j'ai 10 colonnes, et je vais mettre le loyer, le prix au mètre carré, le revenu médian, l'indice de tension locative, l'indice de dynamisme transactionnel, le temps moyen d'une vente, la surface moyenne qu'un ménage peut s'acheter. Voilà, moi j'ai 10 critères, j'ai 300 villes, je me fais des filtres, des rankings pour voir quelles sont les villes les plus intéressantes en France. Imagine, je te sors mon top 5 sur 300, ce qui est le cas, je l'ai. D'ailleurs, je vous le donne, c'est, là, les villes qui sont arrivées numéro 1, c'est Valence, Metz, Cognac, Épernay et je me rappelle plus de la Châteauroux, je crois, c'est pour ça que est-ce que tu pondères tes critères, par exemple ? Je les pondère pas, mais imagine que je te donne ces 5 villes parce que grosse tension locative, grosse renta, gros revenu médian, etc. Est-ce que tu es capable de me dire, attention mon titi, mets la loupe sur tel driver à Metz et fais attention à tel driver à Cognac parce que Cognac c'est LVMH, je sais pas quoi. Et voilà. Absolument, comme je le disais, actuellement sur la plateforme, si tu vas sur la ville de Metz, tu vas sur le volet prédiction. Là, en fait, on a vraiment catégorisé les facteurs qui ont une influence à la hausse et à la baisse. Et tu vas pouvoir du coup dérouler et voir, nous, ce qu'on a détecté qui pourrait être dangereux pour un investissement à Metz. Là, c'est dispo. Là. Si je tape Metz, comme si j'étais sur Meilleurs Agents, je tape Metz et tu me dis attention au taux de cambriolage dans tel quartier. C'est ça. Nous, actuellement, on affiche les 20 facteurs les plus importants qui vont impacter en fait, la prédiction. Parle-nous un peu plus de ta team actuelle. Ouais. Donc, comme je disais, j'ai cofondé la boîte avec Martin, donc, qui est mon associé et le CEO. Donc, lui, il est... Toi, t'es CTO. Moi, je suis CTO et lui, il est CEO. Ok. Et là, actuellement, on est 5. Donc, on a deux développeurs, donc data engineer et full stack, et un biz dev en plus. Et là, on est en train de recruter. Donc, c'est vrai qu'on a commencé la boîte, du coup, à fonds propres. On a reçu un premier ticket du groupe Vinci. Donc là, pour l'instant, on est de 60K. Ah ouais, ils sont généreux chez Vinci. Pour le prix que je paye en parking, ils sont que capables de te mettre 60K, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment un premier ticket. En fait, on a fait un programme seed, en fait, le programme seed de leur plateforme de prospective. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a reçu un premier ticket. Mais nous, du coup, là, l'objectif, c'est aussi de continuer à recruter. Pour l'instant, on est à fond. Avec 60 000, t'es large, tu peux y aller. Lâche-toi. Sachant qu'on fait aussi du chiffre avec les clients qu'on a déjà. Ouais. Donc, ça nous permet de faire fonctionner la boîte. Donc, peut-être que dans les mois à venir, on se positionnera sur est-ce qu'on lève des fonds ou pas. Allez, une petite levée de fonds. C'est encore en discussion. Petite levée, même nous, on peut participer, si vous voulez. Je garde ça en tête. Ok. Mais c'est vrai que moi, je suis certain que tu vas faire un carton si tu lèves des fonds. Parce que je les fréquente pas mal, les VC, comme on dit, les fonds de venture capital. Ouais. Et typiquement, ce genre de boîte, c'est du bonbon. C'est vrai qu'on est dans un écosystème où c'est devenu c'est de moins en moins dur de lever des fonds, c'est vrai. Mais nous, on a eu cette approche un peu, modèle SaaS, on explore un peu, on voit un peu ce qu'on peut faire. Vous avez l'air un peu trop sage, hein. Il faut quand même profiter de l'environnement qui est très favorable. Ouais, bien sûr. Et je pense que vous avez un potentiel énorme, il faut lever des fonds, il faut accélérer là. On en parle après. Ouais, on en parle après. Donc, si jamais tu me donnes une prédiction de 23% à Metz dans les 3 ans et que ça fait pas 23%, est-ce que je peux t'attaquer en justice ? Alors, non. D'accord, parce que nous sommes amis, mais si nous ne l'étions pas, t'as pas peur que ça déçoive un peu ? Moi, j'ai donné tes datas aux journalistes. Il y a eu pas mal de publications sur Lokimo récemment, et les journalistes étaient tous là à me dire, attendez, qu'est-ce que vous garantissez ? En fait, vous m'annoncez 23% sur 4 ans. Madame Irma, qu'est-ce qui se passe si c'est pas le cas ? C'est justement parce que je pense qu'ils n'ont pas aussi les éléments les justifications. Nous, encore une fois, je tiens à préciser que on ne prétend pas avoir la vérité absolue, mais vraiment, en fait, on souhaite aiguiller le client au mieux, vraiment qu'il ait tous les éléments en main pour se décider, mais encore une fois, en fait, les chiffres, il faut savoir aussi qu'on va plutôt détecter des tendances, donc est-ce que c'est une forte hausse, une forte baisse, une stagnation ? Mais ça ne veut pas dire que le chiffre va être exact. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas raisonner par étoile plutôt que dire 23,4 ? Tu me dis c'est 2 étoiles sur 3 en termes tendanciels. C'est hyper pertinent, surtout que là, effectivement, ce qui est sur la plateforme, c'est un premier jet. C'est vraiment encore le début en fait, de cette brique prédictive. Mais effectivement, avec les retours qu'on prend en compte, on va forcément changer et plutôt mettre des flèches, plutôt changer le système, on va dire, d'indication plutôt que mettre des chiffres.
Ok. Mais effectivement, nous, ce qu'on explique aussi voilà, sur la plateforme avec les différents tutoriels, c'est vraiment que ça sert vraiment à détecter une forte hausse, une forte baisse, une stagnation, vraiment juste pour aider à sécuriser l'investissement. C'est sûr qu'avec ou sans outil, il y a toujours un risque d'erreur, mais nous, on est vraiment là, on a vraiment cette approche de dire on est là pour vous aider à minimiser en fait le risque. D'accord, ok. Donc ça veut dire que si tu te trompes, c'est possible quand même que tu te trompes, mais tu auras au moins eu tous les éléments pour te positionner au mieux, quoi. D'accord. Sans transition, par exemple, sur la mesure d'une tension locative, comment tu fais pour mesurer ça ? Actuellement, la tension locative, en fait, on va surtout aller la récupérer ailleurs. Par exemple, auprès d'acteurs comme Logservice. Ah et qui font comment eux-mêmes ? C'est des données qu'eux, ils ont en fonction de la recherche qui est faite sur un lieu, des biens qui vont être disponibles. En fait, eux vont pouvoir en fait, attribuer des indicateurs et dire, là, il y a une forte demande sur tel territoire, mais il y a peu d'offres, donc la tension va être élevée. Mais l'offre, ils mesurent le nombre d'annonces qu'il y a sur le bon coin, je veux dire ? Ouais, et combien de temps ça reste, c'est ça ? Combien de temps ça reste et combien il y a de recherches sur un secteur en fait, donné. D'accord. C'est comme ça qu'ils vont mesurer la tension. Eux, en fait, ils vont vraiment aller référencer en fait, tous les loyers dans différentes zones qui vont être aussi déclarées par des particuliers. Je me disais, qui décide d'ajouter tel dataset ou pas au logiciel ? Ça demande, mine de rien, un peu de créativité artistique de votre part, parce que tu pourrais très bien dire, je vais voir, je sais pas, même le nombre d'artistes, je sais pas, si par exemple, je pense à Roubaix, qui a un renouveau créatif, parce qu'il y a une scène underground qui se développe, et ça participe de la hausse des prix également. Est-ce que tu vas chercher, je sais pas, le nombre d'expositions, des trucs un peu hors du commun, et est-ce que qui décide de ça ? Alors au début, donc, quand on a commencé le projet, en fait, on n'est pas des spécialistes de l'immobilier, donc on a d'abord contacté en fait, des professionnels, on les a interrogés, on a discuté avec eux. Ils nous ont un peu aiguillés sur les données à prendre, les données basiques à prendre en compte. Donc nous, on a commencé avec un modèle très simple. Et c'est vraiment en fait, au fil des discussions et au fil en fait, des différentes études qu'on va mener, des renseignements qu'on va avoir, en fait, qu'on va ajuster le modèle. Des fois, il y a des données peut-être qui ne sont pas vraiment utiles qu'on va retirer et d'autres justement qu'on va ajouter parce qu'elles sont importantes aussi pour les acteurs en fait. Et aussi, on va tester du coup des données comme la criminalité qui ne sont pas forcément prises en compte pour voir un peu ce que ça donne. Et on va vraiment ajuster en fait en fonction des retours qu'on a, des discussions qu'on a avec les professionnels et de ce qu'il y a aussi disponible en ligne, quoi. Et est-ce que ton algo, il repère les changements de paradigme structurel, par exemple un Covid qui va mettre en valeur les villes, les maisons avec jardin ou... Alors justement, non, il n'y a pas de mode Covid dans la prédiction. Ça justement, c'est quelque chose qui est un peu imprévisible effectivement, mais ça se repère quand même dans les données, dans le sens où la tension dans une ville, elle peut augmenter. Là, on voit qu'il y a une tendance vers les villes moyennes. Et ça, on va le repérer par plus de tension, plus de demandes, etc. C'est quand même des données qui vont rentrer en compte d'une certaine manière dans les algos. D'accord, ok. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a eu un Covid, c'est un événement qui est connu par l'algo. C'est-à-dire il sait l'intégrer à son analyse. C'est ça, via les différents facteurs. Donc ça a eu un impact sur les prix, sur la tension, le nombre de les travaux, les constructions. Et ça, du coup, vu que c'est des données qu'on prend en compte dans l'algo et que ça a changé, là, du coup, ça va être pris en compte. Comment tu mesures la fiabilité de ton instrument ? Donc, du coup, en fait, nous, on va l'entraîner en fait, sur les années précédentes. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire du backtest. Et là, actuellement, ce qu'on a repéré, c'est qu'on a une erreur moyenne de 300 € le mètre carré. En backward looking, en backtest. Voilà, en backtest. Mais est-ce que tu mesures, tu as un contrôle qualité en temps réel, de te dire, voilà, on était le 21 octobre, au 31 décembre, on avait prévu ça, est-ce que c'est arrivé, oui, non ? C'est ça. En fait, nous, on va faire des prédictions, du coup, annuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va prédire le prix à la fin de chaque année. Et du coup, en fait, à chaque fois, on peut en fait mesurer. Donc, on a 300 € le mètre carré en erreur moyenne. Et en fait, ça, c'est sur toute la France. Donc, comme je le disais, c'est un peu... ça va un peu rien dire parce que 300 € à Paris ou en région, ça n'a pas la même valeur. Non, mais ça donne une... Mais ça donne quand même une indication. Donc, on est quand même pas loin. Et nous, notre but, c'est vraiment d'améliorer les modèles pour, du coup, réduire en fait ce taux d'erreur. Est-ce qu'il y a des corrélations qui t'ont surprise ? Par exemple, quand je vois que une hausse de ménages de personnes seules est à l'origine d'une hausse des prix, là, je vais me dire, mais pourquoi ? Des fois, effectivement, il y a des facteurs où tu te dis, mais pourquoi ? Ou par exemple, il y a un facteur qui dit, il y a une baisse des ménages qui ont des voitures. Tu vas dire pourquoi ? Et après, en fait, tu vas dire, mais peut-être qu'il y a une ligne de transport qui va être construite, donc là, les gens vont davantage prendre le vélo ou les transports. C'est peut-être ça qui est à l'origine. En fait, des fois, il y a des facteurs qui sortent où tu vas te dire, mais... Concrètement, pourquoi c'est vraiment corrélé avec la hausse ou la baisse du prix et il faut vraiment mettre en contexte avec d'autres données pour pouvoir interpréter aussi.
Sachant que de ce que je comprends de ta science, t'es pas obligé d'analyser. Et normalement, t'es censé prendre le résultat tel qu'il est et pas chercher à réfléchir dessus en machine learning. Non, mais sauf que là, les clients, ils vont demander quand même. Voilà, il faut quand même mettre en contexte, c'est ça. Ouais. Revenons à ce qui va suivre pour Lokimo. Qu'est-ce que tu ferais ? T'es pas obligé de répondre s'il y a une levée de fonds ou pas, mais s'il y en avait une, disons, je sais pas, allez, 3 millions, 4, 5 millions, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent ? C'est hyper intéressant comme question. D'abord, recruter massivement, continuer à construire. Qui ? Alors, des devs toujours, donc des data scientists, c'est des facile à recruter ça, hein, c'est pas comme si c'était pénurique. Après, nous, avec le réseau Epita, on a des bons contacts, en plus des devs qui sont bons. Les gens sont assez intéressés par l'aspect data science, etc. Donc, on arrive à attirer quand même des gens intéressés par le projet et qui sont bons techniquement. Donc recruter et ensuite continuer vraiment à développer cette brique prédictive dans le domaine du résidentiel. Et après, on a vraiment aussi vocation à se positionner sur l'immobilier commercial, donc avec les locaux, les bureaux. Et après, pourquoi pas partir dans d'autres pays pour du coup tenter une expansion européenne et même mondiale. Suivez-nous, nous on va en Espagne l'année prochaine. Trop cool. Donc, si tu peux me faire de l'analyse. Apparemment, il y a aussi beaucoup de données exploitées là-bas. Donc tu vas te staffer et t'étendre à l'international. Ouais. C'est l'ambition de Lokimo parce que ce qu'on fait, c'est réplicable dans d'autres domaines et dans d'autres pays. C'est scalable à l'infini, scalable. Magnifique. Ouais. C'est tout ce qu'aime Invici. Tu as un business qui est très branché B2B. Est-ce que tu as vocation à le répliquer en B2C ? Parce que la majorité des gens qui regardent ce podcast sont des particuliers et aimeraient bien pouvoir aller sur ton site, comme on va sur Meilleurs Agents, chercher de la data un peu sophistiquée. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, pour le moment, on a un positionnement très B2B, donc on va vraiment s'adresser aux grands comptes et aux entreprises. Mais effectivement, en fait, dans notre roadmap recherche d'opportunités, on a en fait l'objectif de s'adresser également aux particuliers, de les aider à repérer des zones propices à l'investissement. Mais là, actuellement, dans notre roadmap, c'est vraiment un focus B2B. Et peut-être que d'ici quelques années, on s'adressera aux particuliers. Ou quelques mois, on s'adressera aux particuliers. Entendu. Rendez-vous dans 6 mois. Je pense qu'on a fait le tour, Binta. Hyper intéressant. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Avec plaisir. Encore merci pour l'invitation. Et je t'ai pas demandé d'où venait le mot Lokimo, parce que je voulais faire un Mastéos X Lokimo, mais nous on travaille qu'avec des gens qui prennent des noms de la Grèce antique. Est-ce que Loki c'était un dieu ou... Non, Lokimo, ça vient de notre projet initial. Avant de faire de la prédiction, on voulait faire un service pour les locataires. Je vais pas trop détailler, mais... Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a pris le Lokimo, etc. Et au final, c'est resté, même si maintenant on fait quelque chose qui est assez éloigné de notre première idée, on a quand même gardé Lokimo. Lokimo par référence au locataire. Voilà. Bon, on reste dans l'univers du locatif, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est ça. Merci d'être venu et merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour le 4e épisode. Ciao. Ciao.